Chers compatriotes, d'une manière générale et singulièrement, chers frères et sœurs de la grande communauté des peuples autochtones du littoral, je me réjouis une fois de plus de l'attention que très certainement vous allez accorder à cette communication que je fais aujourd'hui, à un moment où les élections sénatoriales se sont déroulées et la deuxième partie de la scène, c'est-à-dire la nomination des 30 sénateurs qui complètent l'effectif des sénateurs, a été effectuée. On peut donc dire que la boucle est bouclée et c'est pour moi le moment de tirer une fois de plus les conclusions et d'appeler votre attention sur ce que vit le peuple du littoral, le peuple autochtone du littoral, les peuples Bakoko de la Sanaga maritime, les peuples Bassa de la Sanaga maritime, les peuples autochtones du Kam, les peuples du Vouri, les peuples autochtones du Mungo, etc. C'est cela que j'entends par le grand peuple autochtone du littoral. Et ce que ce peuple est en train de vivre. Et je dois le dire, parce que il y a à peu près 3 ou 4 ans maintenant, que vous m'avez vu accepter de recevoir tous les coups, tous les noms d'oiseaux, d'être qualifié de tribaliste, parce que j'ai posé la problématique de la représentation des populations autochtones dans les instances de gouvernement de notre pays. Cette question ne sera plus jamais éludée. Elle ne sera plus jamais tabou, malgré les injures, les railleries. Elle est devenue une question d'actualité et je m'en réjouis. Mais surtout, le temps et les événements nous montrent à nous, peuple autochtone du littoral, que nous avons intérêt à regarder de très près ce qui se passe au détriment de nos communautés. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'indigner de la sous-représentation des communautés du littoral au Parlement, je n'ose pas parler de la haute administration du gouvernement et des entreprises parapubliques, etc. Ce débat également existe. Beaucoup d'entre vous, vous le faites dans des chaumières, vous vous plaignez que le littoral est très peu présent dans les grandes entreprises, dans la direction des grandes entreprises, etc., etc. Mais je m'intéresse davantage à la question dans le champ politique, parce que c'est le champ où les problèmes doivent être posés et doivent trouver des réponses. Le Cameroun, j'ai toujours eu à le dire, est un pays de communauté. Et toutes les idées qui peuvent fuser de partout, qui visent à faire semblant qu'on élude l'existence des communautés pour évoquer la communauté nationale, s'apparente de plus en plus à une manœuvre visant à tromper certaines communautés qui n'accordent pas une attention toute particulière à la distribution des cartes politiques. Quand j'ai commencé à m'indigner de la sous-représentation du littoral, c'était déjà avant le grand dialogue national. Nous étions à un moment où, au Sénat,
sur les 10 sièges réservés au littoral, 2 étaient occupés par des ressortissants de l'Ouest. Monsieur Kémajou, sénateur élu au littoral, et monsieur Pierre Flambon Gayap, sénateur nommé au littoral. Ce qu'on n'a pas vu dans les autres régions, au courant de cette mandature qui partait de 2013 à maintenant, il y avait sur les 10 sénateurs du littoral, je n'ose pas mettre du temps à vous rappeler que le chef de l'État a estimé, à juste titre peut-être, que toutes les régions se valent, qu'il n'y a pas de région plus importante qu'une autre, que toutes les collectivités territoriales également se valent du point de vue de la représentation au Parlement. Donc, toutes les régions, avec leurs communes, je parle de régions ici, en tant que collectivité territoriale décentralisée. Toutes les régions, avec leurs communes, se valent. Pour cela, il était juste, d'après le chef de l'État, que toutes les régions soient représentées au Parlement de la même manière. C'est pour ça qu'il a donné à toutes les régions 10 sièges de sénateurs. Vous savez que le chef de l'État, dans le cadre de la Constitution et du Code électoral, a décidé que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Ils ne représentent pas les populations. Ils représentent les communes et les régions. Ce sont ces entités-là qui sont des collectivités territoriales décentralisées. Dans cette fonction de représentation, le chef de l'État a estimé que toutes les régions, toutes les communes se valent. La commune de Douala Premier vaut exactement la même chose que la commune de Pitois. La région du littoral vaut exactement la même chose que la région de la Damawa, de l'extrême nord, de l'est, du sud. Chaque région a donc 10 sénateurs. Et dans la pratique, depuis la création du Sénat jusqu'à aujourd'hui, à l'extrême nord, 10 sénateurs. La pratique, c'est que tous les 10 sénateurs sont autochtones de la région de l'extrême nord. Il n'y a pas à l'extrême nord un seul sénateur originaire d'une autre région qui viendrait siéger sur les sièges réservés à la région de l'extrême nord. Tous les 10 sénateurs du Nord sont originaires autochtones de la région du Nord. Il en est ainsi de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et partout ailleurs. Et pourtant, depuis la première mandature du Sénat, on a commencé par avoir à l'endroit de la région du littoral un traitement qui s'apparente à une véritable discrimination. Alors que le centre a ses 10 sénateurs originaires du centre, alors que le sud avait ses 10 sénateurs originaires du sud, l'ouest avait ses 10 sénateurs originaires de l'ouest, quelques-uns sont du Nîmes, les autres sont de l'ouest Bamileke, ainsi de suite. Arrivé au littoral, tous les 10 sénateurs appelés à représenter les collectivités territoriales du littoral au Parlement n'étaient pas tous originaires du littoral. Il y avait M. Kémajou,
parmi les 7 sénateurs élus dans les rangs du RDPC, et Pierre Flambeau-Ngaya parmi les 3 sénateurs nommés que le chef de l'État doit nommer dans chaque région. 3 sénateurs fois 10 régions, ça fait 30 sénateurs. Les 7 autres sont élus dans chaque région, dans des listes, dans un scrutin de liste. Et étant donné les rapports de force politique, l'opposition qui n'a pas suffisamment de conseillers municipaux au littoral, depuis le début des élections sénatoriales jusqu'à aujourd'hui, c'est le RDPC qui gagne dans le littoral. Comme il gagne d'ailleurs au sud, comme il gagne à l'est, comme il gagne à l'extrême nord au nord, comme il gagne à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, etc., etc. Il est évident que, je rappelle que dans le premier mandat du Sénat, eh bien, le SDF avait gagné les 7 sénateurs élus de l'Ouest. Et même les 7 sénateurs de l'Adamawa, ce qui lui avait permis d'avoir 14 sénateurs au Sénat. Et ce nombre s'est mis à diminuer. Le deuxième mandat du Sénat, le SDF avait perdu ses sénateurs de l'Ouest. Le RDPC a reconquis ces sénateurs-là. Et puis, l'UNDP a gagné les sénateurs de l'Adamawa. Et là, nous sommes au 3e mandat du Sénat. Nous nous rendons compte que le RDPC a gagné tous les sénateurs de l'Adamawa. Il a arraché ses sénateurs à l'UNDP. Et il avait déjà arraché les 7 sénateurs de l'Ouest à OSDF. Donc, il a des sénateurs partout. Donc, la situation actuelle du Sénat était prévisible au regard du nombre de conseillers municipaux que tous les partis politiques ont dans toutes les régions du pays. Vu comme cela, nous savions que le RDPC va être le principal artisan de la forme que le Sénat va avoir. Il sera l'organisation politique qui va décider de la manière dont les sénateurs seront au Sénat. Le RDPC est donc à interpeller, puisque c'est lui l'artisan des événements. Nous avons vu qu'il a refait ce qui s'est toujours fait à l'extrême nord, au nord, à l'est, au sud, au centre et ailleurs. Partout, les sénateurs sont des autochtones de la région concernée. Arrivés au littoral, dans la fidélité à l'idée que le littoral peut subir n'importe quel type de traitement, il n'y aura personne pour contester ce qu'on peut faire subir au littoral. Eh bien, cette fois-ci, le RDPC n'a pas seulement donné 2 sièges aux ressortissants d'autres contrées du pays. Il a donné 4. C'est-à-dire que sur les 10 sénateurs du littoral, avant, il y avait 2 qui n'étaient pas autochtones du littoral. Maintenant, il y en a 4 qui ne sont pas autochtones du littoral. Monsieur Kechanga, qui est de l'Ouest, Monsieur Pierre Flambeau-Ngaya, qui est de l'Ouest, Monsieur Mangazan, qui est du centre, et Madame Yinda, qui est également du centre ou du sud, si je ne me trompe pas, mais de toutes les façons, elle est de la grande région du centre-sud. Elle n'est pas autochtone du littoral. Elle est l'épouse de M. Yinda, que vous connaissez tous, ancien directeur, je ne sais pas s'il est toujours directeur général de la SOSUCAM. Il a été directeur général de la SOSUCAM pendant très longtemps, et c'est un grand cadre du RDPC. Son épouse a été élevée au rang de sénateur, et elle n'est pas originaire du littoral. Donc, sur les 10 sièges qui reviennent au littoral, il n'y a que 6 maintenant qui sont occupés par des ressortissants autochtones du littoral. Ce qui est une progression du drame qui nous arrive. C'est-à-dire que les choses que nous contestons, qui nous font mal,
que nous avons évoquées, qui constituent une façon de réduire la présence du littoral au Sénat et au Parlement d'une manière générale, se poursuit. Cette façon de faire se poursuit. Nous sommes en droit de nous demander, en 2028, lors de la 4e mandature du Sénat, qu'est-ce qu'il en sera pour le littoral? Peut-être que les sièges du littoral vont être attribués à 6 ressortissants d'autres régions, et puis petit à petit, on pourra arriver même à une situation où tous les 10 sièges du littoral sont attribués à des ressortissants d'autres régions. Mais pourquoi c'est seulement au littoral qu'il y a ce comportement? Pourquoi ceux qui attribuent les sièges, ceux qui investissent, pensent que ce n'est qu'au littoral qu'il faut investir des non-autochtones? Pourquoi au centre, on ne prend pas de ressortissants du littoral pour mettre dans les listes du RDPC? Pourquoi au nord, on ne prend pas les ressortissants de l'extrême nord ou de l'est pour mettre dans les listes du RDPC? Pourquoi au sud, on ne prend pas des ressortissants du nord-ouest et du sud-ouest, de l'ouest, pour mettre dans les listes du RDPC dans le sud? Pourquoi lorsque le chef de l'État nomme 3 sénateurs par région, dans la région de l'extrême nord, pourquoi il ne nomme pas des sénateurs, des ressortissants du littoral? Pourquoi au sud, il nomme 3 sénateurs? Il ne nomme pas parmi ces 3 sénateurs des ressortissants du sud-ouest? Pourquoi il ne nomme pas à l'est des ressortissants de l'ouest? Pourquoi ce n'est qu'au littoral que tous les coups sont permis? Sans oublier qu'à côté de cette diminution de la présence du littoral et des communautés autochtones du littoral au Sénat, pour parler de leur collectivité, de leur terroir, eh bien, il y a une incidence financière considérable, globalement. Parce que les députés et les sénateurs, ils sont payés par l'Assemblée nationale. Ils sont payés par le Sénat. Disons, ils sont payés par le Parlement. Si vous prenez à peu près, sans entrer dans les exactitudes des choses, 1 million de francs par parlementaire, député ou sénateur, le littoral a 19 députés et 10 sénateurs. Ça fait 29 parlementaires. C'est-à-dire qu'au Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis, le littoral a 29 sièges. L'Ouest a 25 députés plus 10 sénateurs. Ça fait 35 sièges. Eh bien, si vous prenez le cas du littoral, 29 sièges, à raison d'1 million de francs par mois alloués à chaque sénateur et député, ça fait donc 29 millions de francs qu'on paye aux parlementaires du littoral par mois, fois 12 mois, fois 5 ans, ça fait 1 milliard 470 millions que le Parlement alloue aux parlementaires du littoral. 29 sièges. L'Ouest a 35 sièges dans le même Parlement, soit 35 millions de francs au bas mot tous les mois, fois 12, fois 5, ça fait 2 milliards 100 millions de francs que le Parlement alloue à l'Ouest au titre de la rémunération des parlementaires. Donc, quand vous venez au littoral,
vous désignez des ressortissants de l'Ouest comme parlementaires assis sur les sièges du littoral, ils ne sont pas simplement parlementaires du littoral. Ils reçoivent aussi une partie de l'argent que le Parlement alloue au littoral. Par exemple, maintenant qu'il y a 9 députés qui ne sont pas originaires du littoral, au littoral, 9 députés du littoral, mais qui ne sont pas des autochtones du littoral. Il y a 7 Bamileke, un Bamou, Madame Mourad, et un anglophone du sud-ouest, M. Joshua aussi. Dans des circonstances, je le dis en passant, où vous n'imaginez pas un seul francophone être député, ni au nord-ouest, ni au sud-ouest. Mais un anglophone est député au littoral. Et tout le monde trouve ça quasi normal. Moi, je trouve que c'est bien si les autres aussi font pareil, font la même chose. Et c'est loin d'être le cas. C'est dans ces conditions-là que sur les 19 sièges que le littoral a à l'Assemblée nationale, il y a 9 sièges qui sont occupés par des compatriotes qui ne sont pas des autochtones du littoral. Au Sénat, parmi les 10 sièges, il y a 4 qui ne sont pas occupés par des autochtones du littoral. 9 plus 4, ça fait 11. Donc sur les 25 sièges, sur les 29 sièges de parlementaires que le littoral a, 11 ne sont pas occupés par des autochtones du littoral. 11 fois 1 million en moyenne de salaire par mois, fois 12 mois, fois 5 ans, eh bien, ça fait combien? Si vous prenez 11 parlementaires qui doivent être rémunérés dans les 1 milliard 740 millions que le Parlement alloue au littoral, il y a 11 parlementaires là-dedans qui ne sont pas originaires du littoral, qui reçoivent en moyenne chacun 1 million par mois. Faites le compte sur 5 ans. 1 million fois 11 fois 12 mois fois 5 ans, ça fait 660 millions de francs que le littoral perd. Quand aucune autre région ne perd rien dans le montant qu'on lui alloue. Parce que ce montant est entièrement consommé par les ressortissants autochtones de la région. Pourquoi ce qu'on fait à l'extrême nord, arrivé au littoral, on le change? Quel est l'argument? Qu'est-ce qui justifie ça? D'aucuns me diront, oui, mais le littoral est cosmopolite. Comme si les autres ont le bon droit de ne pas être cosmopolites. On dira, oui, le littoral est cosmopolite. Comme si dans la marche vers l'intégration, nous pouvons comprendre que 60 ans après les indépendances, qu'il y ait des régions qui se vantent encore de ne pas avoir de populations venues d'autres contrées établies dans ces régions-là. C'est-à-dire, tout se passe comme si l'intégration nationale, le cosmopolitisme, si le mot existe, dont on dit que le littoral est cosmopolite, devient quelque chose de préjudiciable au littoral. Quand il s'agit de la représentation et quand il s'agit de prendre de la rémunération, une partie de l'argent alloué aux parlementaires du littoral. Les 11 parlementaires, 9 députés, plus 4 sénateurs, d'ailleurs ça ne fait pas 11, je me trompe, ça fait 13. Faisons le calcul, je voudrais le faire avec vous. 13
parlementaires qui gagneraient 1 million de francs chacun, fois 12 mois pour chaque année, fois 5 ans, c'est 780 millions de francs. Sur les 1 milliard 740 millions qui sont alloués au littoral, 780 millions vont dans les poches des parlementaires qui sont assis pour le compte du littoral, mais qui ne sont pas des enfants du littoral. À quelle autre région on a à imposer une telle saignée de ressources financières? À quelle autre région et pourquoi a-t-on imposé une telle sous-représentation des communautés autochtones de la région? 780 millions, si vous divisez ça par 1 milliard 740 millions, vous multipliez par 100 pour regarder la proportion, eh bien, vous avez 44%. 44,8%. Disons 44% pour ne pas aller à 47%, parce que si je vais à 47%, on va dire que oui, je veux exagérer. C'est 44,82% du salaire payé au littoral qui vont dans les poches de compatriotes comme les Flambongayap, les Kichanga, les Mangazan, les Madame Yinda, les Nicho, les Mouran, les Ossi, et bien d'autres, Sime, Galcham, Ndjemeni, des députés qui sont des enfants du pays, mais qui sont de la communauté, qui de l'Ouest, qui du centre, et qui s'asseyent là où les enfants du littoral devaient s'asseoir, dès lors que, quand je prends l'Ouest, 25 députés, plus que le littoral, alors que le littoral est plus peuplé que l'Ouest. Je ne suis pas en train de dire que les Douala sont plus nombreux que les Babi. Mais je dis que le littoral, si vous comptez les populations, vous regardez le recensement, la région du littoral est plus peuplée que la région de l'Ouest. Mais les parlementaires ne représentent pas la population au sens de la Constitution, du Code électoral, conformément aux volontés du chef de l'État. Les parlementaires représentent autre chose. La Constitution dit qu'ils représentent la nation tout entière pour les députés et que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Mais la Constitution ne dit pas que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées de tout le pays. Elle dit qu'ils représentent les collectivités territoriales de chaque région. Donc les sénateurs du littoral représentent les collectivités du littoral. Bien. Dans ces circonstances, qu'est-ce qui justifie qu'à l'Ouest, sur les 25 députés, 5 sont du NUN. Le NUN a 5 sièges au Parlement, à l'Assemblée nationale, 5 sièges de députés. Et le reste, soit 20 sièges, c'est l'Ouest Bamileke. 5 pour la Ménois, 4 pour le Bamboutos, ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a jamais vu un Bamileke député dans le monde. Pourquoi? Il n'y a pas de Bamileke qui vivent dans le monde, à Fumbat, à Fumbot, à Koutaba. On n'a jamais vu un Bamoun député dans l'Ouest Bamileke. On ne jamais, nous sommes à la 9e ou à la 10e législature à l'Assemblée nationale depuis que l'Assemblée nationale existe. On n'a jamais vu un Bamoun député de la Ménois. On n'a jamais vu un Bamoun député de la Mifi. Jamais un Bamoun n'a été député du Bamboutos qui est à côté.
du nous. On n'a jamais vu un Damoun député du Ndé, du Kouki, rien, des hauts plateaux, du Roncap, jamais. Mais mieux, on n'a jamais vu un député de la Ménois, un ressortissant de la Ménois, député dans le Ndé. Vous en connaissez un dans l'histoire, un Tchang, député dans le Ndé. Vous connaissez un ressortissant de la Ménois, député dans le Bamboutos. Vous connaissez un ressortissant du Bamboutos, député dans le Kouki. Est-ce que vous connaissez un ressortissant, je quitte l'Ouest, vous connaissez un ressortissant du Nyon-Esso, député dans la Léké? Vous connaissez un ressortissant de la Léké, député dans la vallée d'Inter? Pourquoi dans les autres aires électorales, c'est-à-dire dans les autres circonscriptions électorales du pays, à l'occasion des élections législatives, tous les partis, et ce n'est pas simplement le RDPC qui le fait, tous les partis, dans chaque circonscription, des 85 circonscriptions qui existent au Cameroun, à part le Moungo Nord, le Moungo Sud, Vouri Est, Vouri Sud, Vouri Est, Vouri Centre, Saraga Maritime, Incam, partout ailleurs, tous les partis politiques investissent dans chaque circonscription les autochtones de la circonscription. Ce sont les faits. S'il y a un seul parti qui a fait le contraire, montrez-moi. Même le SDF a-t-il jamais investi au nord-ouest un ressortissant du sud-ouest? A-t-il un jour investi à l'ouest un ressortissant du nord-ouest ou du sud-ouest? Aucun parti de l'opposition ne l'a fait. Donc, l'idée que la pratique politique consacre est que les gens sont candidats là où ils sont autochtones. C'est cette idée qui transparaît dans la pratique politique qui est maintenant séculaire. Arrivé au littoral, on change. Et jusqu'à présent, on a changé au profit de l'Ouest et quelquefois du Grand Nord et du Centre-Sud. À l'époque de l'UMC, on a vu des députés ici, les Tanko Hassan, etc., qui n'étaient pas des originaires du littoral. Les Kolokoliévis, qui étaient originaires de l'Ouest. Mais laissons le temps du parti unique. C'était le temps où le chef du parti décidait de tout. Nous sommes entrés à l'ère du multipartisme depuis 90. Et regardons ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est dans le littoral qui est la seule région où toutes les velléités d'intégration viennent se faire. Avoir corps, voir le jour, comme si l'intégration nationale, ça ne concernait que le littoral. Le fait qu'on me fasse ces compositions qui prétendent tenir compte de la composition sociologique de la circonscription, qu'on ne tienne compte de ces choses qu'au littoral, commence à devenir un préjudice qu'on inflige au littoral, dès lors que ce n'est qu'au littoral qu'on fait cela, et que cela correspond à une réduction de la présence des autochtones du littoral dans les chambres du Parlement. Hier, c'était seulement l'Assemblée nationale. Maintenant que le Parlement a 2 chambres et qu'il y a un Sénat, on voit que la tendance se manifeste au Sénat et elle augmente. Revenons sur les implications financières de ce comportement politique abject et qui est une injustice. Quoi que l'on veuille dire.
l'Ouest, avec ses 35 parlementaires, a 2 milliards 100 millions. Que l'Assemblée, que le Parlement alloue, députés ou sénateurs ou députés. Le littoral n'a que 1 milliard 740 millions. Le littoral est plus grand que l'Ouest en termes de superficie. Le littoral est plus peuplé que l'Ouest. Quelle est la raison pour laquelle on donne plus de sièges à l'Assemblée nationale à l'Ouest? Quelle est la raison? Elle dépend du chef de l'État. Je voudrais que vous notiez tous que personne, même pas moi-même, nous n'avons jamais contesté la distribution des sièges à l'Assemblée nationale. C'est discrétionnaire. Le chef de l'État en décide et la loi consacre. Mais lorsqu'il s'agit donc de prendre des sièges au littoral, faire asseoir des gens qui ne sont plus originaires du littoral, à ce moment-là, on peut commencer à se poser la question, mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi prendre 9 Bamileke et en faire des députés au littoral? Pardon, 7 Bamileke, en faire des députés au littoral? Pourquoi prendre un Bamou, en faire un député dans le canton Bakoko? Pourquoi prendre un anglophone, Joshua aussi, en faire un député au littoral en zone francophone, alors que tout le monde sait qu'aucun francophone ne peut être député en zone anglophone? Cette dissymétrie, cette asymétrie, elle construit quoi? Elle sert à aller où? Pour le moment, l'impact, c'est que, eh bien, je viens de calculer tout à l'heure, 9 députés non autochtones, 4 sénateurs, ils justifiaient que le littoral connaisse une telle saignée. Je n'ai pas le droit de dire pourquoi de l'argent qui devait entrer dans les poches des enfants du littoral, qu'ils soient des Bakoko de la Sanaga maritime, des Bassa de la Sanaga maritime, des enfants du Cap, des enfants du Vouri, des enfants du Mungo, n'est-il que pourquoi l'argent qui devait entrer dans leurs poches, 780 millions sur 1 milliard 740. Pourquoi cet argent va dans les poches des enfants de l'Ouest, principalement? Parce que 7 8 ressortissants de l'Ouest à l'Assemblée nationale, assis sur les sièges du littoral, plus 2 sénateurs, ça fait 10. L'Ouest, dans l'argent que on nous prélève, vous avez 10 sénateurs. Faisons le calcul. 10 sénateurs et députés mélangés qui sont originaires de l'Ouest, assis sur les sièges du littoral. Par 1 million de francs à peu près de salaire par mois, fois 12 mois, fois 5 ans, c'est 600 millions. Donc, l'Ouest, à travers les 7 députés, Nietzsche, Simen, Galcham, les Djemeni et les autres, à travers Kechanga, Pierre Flambon Gayap, ils nous prennent 600 millions de francs, 34,48% de 1 milliard 740 millions de francs que nous avons. En vertu de quoi cela est juste? Si cela était juste et bon, pourquoi cela ne se fait pas dans d'autres régions? Vous comprenez donc pourquoi, au grand dialogue, j'ai demandé que la préservation des droits des populations autochtones consignés dans la Constitution prenne un sens quantitatif. C'est-à-dire qu'on dise les quantités. On préserve ces droits-là comment?
Par quel type de mécanisme? Nous ne voyons rien du tout. On voit à Dikolo, les autochtones, on les détruit alors qu'ils ont des titres fonciers, alors qu'il y a une loi qui dit que l'État assure la sécurité foncière urbaine des détenteurs des titres. Dans le monde, les batailles foncières n'en finissent pas. Allez demander au King Iyambe qui mène avec Madame Sony des batailles dont certaines sont couronnées de succès et aboutissent à l'annulation des titres fonciers que des allogènes s'étaient appropriés indûment au détriment des communautés autochtones. Aujourd'hui, ce grignotage de la représentation des populations autochtones du littoral au profit principalement de l'Ouest, je voudrais qu'on nous explique son bien fondé. Parce que la seule conséquence, non seulement je viens d'évoquer l'aspect financier de la conséquence, mais l'autre conséquence, c'est que l'Ouest devait avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 35 de ses enfants à l'Assemblée nationale. 35. 25 députés à l'Assemblée nationale et 10 sénateurs. L'Ouest devait avoir 35 ressortissants de l'Ouest, Bamoun, Bamileke, Tika, au Parlement. Autant pour moi, je parlais du Parlement, à raison de 25 à l'Assemblée nationale et 10 au Sénat. Aujourd'hui, l'Ouest a les 25 là à l'Assemblée nationale, plus 8 qu'on a pris au littoral, plus 1 qu'on a pris au centre. Ça fait plus 9 personnes que l'Ouest a. Pourquoi on augmente de façon sibylline la présence de l'Ouest au Parlement? Je veux savoir quel est l'objectif qu'il y a derrière ça. L'Ouest devait avoir 25 personnes. On lui a ajouté Paul-Éric Ndiongwe dans le centre, 25 députés. On lui a ajouté Paul-Éric Ndiongwe, ça fait 26. Plus 8 qu'on a pris au littoral. Ça fait 34. Alors, la tendance va s'arrêter quand? Qu'est-ce qui va l'arrêter? En vertu de quoi devait-elle s'arrêter? Puisque les enfants du littoral, et en particulier les élus du littoral, tous bords confondus, mais singulièrement ceux du RDPC, qui sont les plus nombreux, ne contestent pas la pratique. Qu'est-ce qui va donc arrêter cette pratique? Vous voyez donc pourquoi certaines publications dans les réseaux sociaux évoquent la disparition probable et certaine des autochtones de l'Ouest au Parlement. Mon propos va à sa fin pour ce premier jet, pour vous dire que le Cameroun est un pays de communauté. Toutes les autres communautés se battent pour chacune avoir sa place. Et chacune défend âprement sa place. Ce n'est pas pour rien que les 29 députés de l'extrême nord sont tous des ressortissants de l'extrême nord. Ce n'est pas pour rien que les 10 sénateurs de l'extrême nord sont tous des ressortissants de l'extrême nord. Ce n'est pas pour rien que les 11 députés du sud sont tous du sud. J'aimerais qu'on prenne 2 ou 3 ou 4 places dans le sud, qu'on donne ça aux ressortissants du littoral. Pourquoi on ne le fait pas? Ce n'est pas pour rien que les 11 députés de l'Est sont tous des originaires de l'Est. Ce n'est pas pour rien que les 10 sénateurs de l'Est sont tous originaires de l'Est. Le fait qu'il en soit ainsi
et que tout le monde trouve ça normal, est-ce que ça ne me fonde pas à dire, mais pourquoi au littoral on change? Pourquoi vous ne faites pas au littoral ce que vous faites au sud-ouest? Les 15 députés du sud-ouest sont tous des sud-ouest et ils sont tous anglophones. Aucun n'est francophone. Pourquoi? Pourquoi vous avez peur d'investir un francophone dans le sud-ouest? La liste qui va avoir un francophone sera battue. Mais tous les anglophones sont d'accord qu'il y ait des maires anglophones ici. Et en particulier à Douala, parce qu'il y a eu des maires anglophones nulle part ailleurs, à l'exception du littoral et à Douala. John Koumazi, qui est du nord-ouest, il a été maire SDF ici, à Bonabéry, au canton Bélé-Bélé. C'est-à-dire dans le tiroir du peuple Douala. Ça n'a indigné personne. C'était très bien. Mais si c'est bien, pourquoi on ne fait pas ça ailleurs? Pourquoi c'est seulement au littoral qu'on fait ce qui est bien? Comment pouvez-vous croire que vous allez faire ce qui est bien seulement au littoral et le bien va se répandre dans tout le Cameroun? C'est une hérésie, c'est un mensonge. Ce qu'on fait au littoral n'est pas bien. Personne n'en veut ailleurs. Ce qu'on fait au littoral résulte de ce que les élites politiques, culturelles, les élites de toutes sortes du littoral sont affables. Elles sont si affables que, et en particulier les hommes politiques du littoral, sont si affables que des drames comme ceux de Dikolo se produisent, on n'entend aucun élu lever la voix. L'affaire Dikolo a été conçue. Elle commence en 2014 avec des DUP, déclarations d'utilité publique, à l'appel. C'est qu'on a Bisseke, puis on arrive à celui qui est ministre maintenant, qui en a fait une ou deux ou trois sur la terre de Dikolo. Et l'affaire a progressé sans qu'aucun membre du gouvernement originaire du littoral ne soit au courant. Sans qu'aucun parlementaire, sénateur, député du littoral ne soit au courant. Personne n'a su. Une affaire qui se fait par des actes officiels. Une déclaration d'utilité publique n'est pas confidentielle. C'est un arrêté. C'est censé être publié au journal officiel. On publie ça dans Cameroun Tribune. Qu'est-ce qui se passe? Ces parlementaires, ils ne lisent pas Cameroun Tribune. Ils ne suivent pas les actes du gouvernement qu'ils sont censés contrôler dans le cadre de leur mission en tant que membres du Parlement. On est passé de la DUP au décret d'expropriation. On fait un décret d'expropriation dans ta circonscription. Tu es député, on fait un décret d'expropriation dans ta circonscription. Tu n'es pas au courant. Tu es sénateur. On fait un décret d'expropriation dans ta commune. Tu n'es pas au courant. Jusqu'à ce que le préfet mette les gens en demeure. La mise en demeure est un acte officiel. Ce n'est pas confidentiel. C'est un arrêté préfectoral. Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes sénateur, vous êtes député du littoral, des enfants du terroir, des autochtones. Dans vos terres, vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas. Jusqu'à ce qu'on démolisse les enfants. On a donc démoli les enfants. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont jetés dans la nature. Bientôt 1 an, le 14 mai prochain, nous allons célébrer l'anniversaire. Prenez donc la parole. Dites-nous.
Nous, sénateurs, vous avez quand même des comptes à rendre, non? Vous avez, même si vous n'appelez pas ça des comptes à rendre, mais vous avez quand même à nous informer sur ce que vous faites à notre profit. Qu'est-ce que vous avez donc fait un an durant? Le 14, les enfants de Dikolo, moi-même, et tous ceux qui nous ont aidés à obtenir le gel de ce projet mafieux, on sera à Dikolo. On sera sur le site. On viendra là-bas commémorer ce drame. Je souhaite que vous veniez le commémorer avec nous et on profitera de l'occasion pour nous enquérir de ce que vous avez fait comme action auprès du gouvernement. Pas pour que la justice soit rendue. Non, je n'aime pas les termes vagues. Pour qu'on restitue aux enfants de Dikolo leur terre. Parce que ni l'esprit, ni la lettre de la loi qui encadre le processus d'expropriation ne justifie qu'on prenne le terrain des enfants de Dikolo pour les donner à M. Tinoako. Sous quelque forme que ce soit, même si vous essayez d'habiller ça sous la forme d'un bail, l'État n'arrache pas le terrain de Liba pour le donner à Elibi en bail amphithéotique. C'est-à-dire que l'État lui-même n'a rien à faire sur ce terrain. L'État n'a aucun projet sur ce terrain. Il n'a pas l'intention de construire un équipement collectif sur ce terrain. Il veut simplement le donner à un opérateur économique. Il arrache donc ce terrain, il le met en son nom, puis il prend le terrain, il le met dans un bail. Pourquoi pas penser que plus tard, ça sera pour le céder à l'opérateur économique? Ce qu'on a fait à Dikolo, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à Yaoundé. Avec le terrain qu'on donne à Carrefour pour implanter son supermarché. On fait une expropriation pour donner le terrain à Carrefour. Carrefour ne peut pas acheter le terrain. On ne peut pas parler avec les populations autochtones de la localité où on veut implanter le supermarché. Parler avec ces populations-là, les amener à accepter de vendre leur terrain et amener l'investisseur à payer le prix qui permet à ces gens-là de sortir de cette affaire la tête haute. Quelle est même cette forme de gouvernement où l'autoritarisme est la règle, alors que les principes de droit sont contenus dans les lois et règlements? Aucune part dans tous ces principes, on ne voit l'exercice de la ruse et de la force. Quelle est cette forme de gouvernement? Elle se poursuit donc aujourd'hui au détriment de la communauté des peuples autochtones du littoral, dont on organise petit à petit la réduction de la présence au Parlement. On a déjà pris quelqu'un qui est ressortissant du centre-sud, on l'a mis au siège de la Sanaga maritime. Demain, on prendra quelqu'un d'autre. On mettra à la place d'un Bakoko. Oui. Après-demain, on prendra encore 2 ou 3 autres sièges à la place des Douala et des Pongo, des Bonkeng, des Mbo, etc., etc. Quand est-ce que nous allons nous donner la main au-delà des clivages politiques pour faire entendre raison aux autres compatriotes en disant chacun a sa place et que chacun reste à sa place, que chacun laisse à l'autre une place? Pourquoi les places du littoral sont si convoitées? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Si cette tendance se poursuit, nous devons savoir
que ce sera à cause de nous-mêmes, les enfants du littoral et principalement les élites politiques du littoral. Je vous remercie.